Voici un exercice d'électromagnétisme résolu. J'ai traité dans cette vidéo la propagation d'une onde électromagnétique laser dans l'air puis dans un milieu homogène et puis un exercice sur la transformation de jauge. Pour les ondes électromagnétiques, on considère une lumière laser, une onde électromagnétique, de longueur d'onde lambda, avec lambda égale à 2 fois 10 puissance 2 fois pi nanomètres. Elle traverse une couche d'air à une vitesse c, qui est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, et puis continue de se propager à une vitesse v, dans un milieu d'indice de réfraction n égale à 3,5. Dans l'air, le vecteur champ magnétique H de cette onde est décrit par l'expression le vecteur H égale à l'amplitude H0 sinus de oméga t moins oméga sur c, Z, oméga sur c bien sûr c'est le nombre d'ondes bêta, UY. Donc l'onde se propage dans la direction des Y. Le champ magnétique, il est dans la direction des Y. La propagation, c'est l'axe Z, où H0 est une constante, oméga la pulsation, radian par seconde, était le temps, Z étant la position sur l'axe des Z. Dans l'air, on demande de calculer la pulsation et le nombre d'ondes bêta. Oméga, par définition, c'est 2pi fois F, d'accord ? Et lambda est égal à Ct, c'est la distance parcourue par l'onde durant une période t à la vitesse constante qui est c dans ce cas puisqu'on est dans l'air. Et ça c'est égal à c sur f parce que t est égal à 1 sur f. Dès lors, oméga est égal à 2pi c sur lambda et l'application numérique est très simple. Donc on a les deux qui vont s'en aller, le pi aussi, ça donne 3 10 puissance 15 radians par seconde. Bêta, ici, c'est égal à oméga sur c, c'est égal à 3 10 puissance 15 sur 3 10 puissance 8, et ça fait 10 puissance 7 radians par mètre. Montrez que le champ magnétique H vérifie l'équation de Lambert. Bon, dans un milieu homogène, linéaire et isotrope, l'équation d'une onde s'écrit comme le Laplacien de H est égal à 1 sur c au carré, la dérivée partielle de deuxième ordre du vecteur H par rapport au temps. Dans le cas qui nous intéresse, puisque le champ magnétique ne dépend que de Z, les dérivées par rapport à X et Y vont être égales à 0 et on retrouve ici uniquement le terme d de H sur dz2. En prenant l'expression de H, d'accord, on peut l'écrire d'une autre manière. Ça c'est bêta tout simplement, le oméga sur C c'est bêta. Et le reste ne change pas. On calcule la dérivée partielle par rapport au temps. On voit ici qu'il y a un oméga qui va sortir. Et puis le sinus transforme en cosinus et on a oméga t moins bêta z, uy. Je recalcule la dérivée de ce terme-là, donc la dérivée seconde temporelle. Et on trouve moins oméga 0, h0 sinus. Et l'argument, la phase est la même. On obtient de la même manière la dérivée spatiale première, si je dérive par rapport à z, je vais avoir un moins bêta, h0 cosinus oméga t moins bêta z, d'accord? Et la dérivée seconde, c'est moins bêta, h0 au carré, etc. h0 sinus oméga t. Et tout ça, c'est égal à bêta au carré sur oméga carré, d'accord? Voilà. Et d2h sur dt2, parce que cette expression qu'on a trouvée, elle ressemble à celle-là, d'accord? Sauf qu'il faut diviser par oméga carré, parce que j'en avais un ici. Et c'est égal à 1 sur c au carré, d2h sur d2. Et cette expression n'est autre, bien sûr, que l'équation d'Alembert. Déterminer le vecteur champ électrique E associé à cette onde électromagnétique. La troisième équation de Maxwell donne rotationnel de H égale à la densité de courant J plus epsilon dE sur dt qui est la densité du courant de déplacement. Dans l'air, dans le vide, on a J égale à 0 et epsilon égale à epsilon 0. Donc on a rotationnel de H qui est égal à rotationnel de B sur mu 0 parce que B égale à mu 0 H. Et ça me donne epsilon 0 dE sur dt. Soit rotationnel de B est égal à mu 0 epsilon 0 dE sur dt.
Et comme B est égal à mu0 H0 sinus oméga t moins bêta z uy, ben, c'est égal à une constante qui est l'amplitude, d'accord? B0 de z fois uy avec B0 est égal à tout simplement à mu0 fois H0. Alors on a rotationnel de B, ben, je fais l'opération vectorielle entre le vecteur ou l'opérateur nabla avec B. Et on a le terme en X commence par un Y et la composante Z ici, ainsi de suite. Et on trouve moins dB Y sur dz UX. Ben, je dérive BY, ben, ça donne tout simplement moins B bêta B0 cosinus de ce terme-là fois UX, parce que c'est ce terme-là, d'accord, qui reste, et ça c'est la composante X du produit vectoriel. Il s'ensuit que dE sur dt est égal à rotationnel de B sur mu0 epsilon 0, et je réécris cette expression. J'ai moins bêta B0 cosinus oméga t, ben je divise tout simplement par mu0, etc. Ou E, tout simplement, ça c'est la dérivée partielle temporelle de E qui est égale à ça. Ben, en intégrant, ben, je sors le c carré bêta et B0, l'intégrale de cosinus de dt ux, ben, plus une constante. D'accord. On a alors E est égal à C bêta B0 sur oméga sinus de cela plus une constante. Ben, la constante, on ne la considère pas parce qu'on regarde ici la propagation des ondes. Donc, ce sont des champs qui varient avec le temps et les constantes, on peut les mettre égales à 0. Finalement, on a E égale à E0 sinus oméga t moins bêta z ux plus une constante avec E0 est égal à CB0 qui désigne l'amplitude de l'onde du champ électromagnétique associé à l'onde électromagnétique. Déterminer ensuite la direction et le sens de propagation de l'onde. On a H est égal à H0 sinus oméga t moins bêta z. Ben on voit déjà que ça se déplace vers les Z positifs. Donc la direction de propagation c'est Z. L'écriture, il y a un peu d'habitude ou d'expérience. Ben, dès qu'on a cette forme-là, on sait que ça se propage vers les Z positives. On voit qu'il s'agit d'une onde électromagnétique plane se propageant dans la direction Z vers les Z positives. On peut le remontrer avec le vecteur pointing. Nous avons déjà dit dans une vidéo précédente que le vecteur de pointing P donne la direction de propagation et en même temps il permet de calculer le flux d'énergie ou la densité d'énergie. Bon, on a P par définition, c'est E vectoriel H, et c'est égal à E0 sinus oméga t UX, vectoriel H0, etc. Et ben, c'est égal tout simplement E0 H0 sinus au carré de l'argument, et on a UX et UY qui va donner UZ, ce qui confirme la direction de propagation vers les Z. Et comme ceci est positif, ben ça veut dire tout simplement que ça va vers les Z positifs. Vérifier si ces temps des transverses est justifié. Bon, on a vu que H est égal à H0 sinus oméga t selon l'axe des Y. Pour le champ électrique, on a E0 sinus oméga t moins bêta Z sur EX. Et les champs électriques et magnétiques sont donc perpendiculaires, parce que EX est perpendiculaire à UY. Et à la direction de propagation qui est Z. Donc ici, ça montre tout simplement que l'onde est transverse parce qu'on a les deux champs électriques et magnétiques qui sont perpendiculaires et les deux sont dans un plan qui est perpendiculaire à la direction de propagation. On demande de calculer le flux instantané de l'énergie véhiculée par l'onde et puis on déduire la valeur moyenne de ce flux. En général, la densité d'énergie monochromatique dans le vide est donnée par 1 demi epsilon 0 E au carré, B au carré, mu 0, B au carré sur mu 0. Ben, comme B est égal à E sur C, ben, on a oméga qui est égal à 1 demi epsilon 0 E au carré plus E au carré sur C 0, mu 0. Et ben, ça donne tout simplement, quand on simplifie, ben, ça donnera tout simplement la densité d'onde électromagnétique, c'est epsilon fois E au carré. Sinon, dans le vide ou dans l'air, on aura epsilon 0 fois E au carré. Le module du vecteur pointing représente le flux instantané de l'énergie véhiculée en watts par mètre carré. Bien, si je prends le module de P, ben c'est le module tout simplement du vecteur pointing.
et je prends le module de ce produit vectoriel. Et on arrive tout simplement que ça va être un sinus carré, le UX et le UZ vont tout simplement donner 1. Ici, il manque un UX, mais multiplié par UZ est égal à 1, donc celui-là, il faut supprimer. Et ça, c'est égal à E0, H0 sinus carré de oméga t moins bêta Z. Et comme H0 est égal à E0 sur mu0c, donc on peut le remplacer. Ici, on va avoir que le module de P, c'est E0 carré sur mu0c, sinus au carré, qui est égal à epsilon 0, je multiplie les deux par epsilon 0, et je vais avoir ici tout simplement epsilon 0 fois mu0, ben c'est tout simplement C au carré qui va apparaître ici, sinus au carré. Donc le voilà ici. P est égal à C fois epsilon 0, l'amplitude du champ électrique au carré fois sinus au carré. Dès lors, P, tout simplement, c'est la densité électromagnétique d'énergie électromagnétique, d'accord, multipliée par C. Ben, si c'était dans un autre milieu, on mettra la vitesse dans ce milieu qui sera V. Et on a le sinus au carré qui apparaît ici. La moyenne temporelle de P est définie par P. Ben, si on travaille avec la notation complexe, on intègre le vecteur pointing. Bon, je vais diviser par mu0 parce que normalement, c'est E vectoriel H. Je multiplie vectoriellement le champ électrique complexe par le champ magnétique complexe conjugué. Je divise le tout par la période et ça donne 1 sur 2 mu0, la partie réelle de ce produit vectoriel. T étant la période et B étoile, ben c'est le complexe conjugué du champ magnétique, induction magnétique complexe. La valeur moyenne de P de ce flux est calculée en déterminant, dans notre cas, parce qu'on avait un sinus carré. On a la moyenne de sinus carré, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à la période de pi sinus carré sur 2x. Un petit changement de variable, sinus carré est égal à 1 moins cosinus carré. Et cosinus de 2x égale cos carré moins sinus carré est égal à 1 moins 2 sinus carré de x. Donc sinus carré de x, bah, c'est 1 moins cosinus de x divisé par 2 et on obtient, pour cette intégrale, tout simplement, je remplace ici par 1 moins cos 2x sur 2, 2 divisé par les pi. 1 sur 4 pi, bah, tout simplement, de x plus sinus 2x sur 2, entre 0 et 2 pi, bah, ça c'est égal à 1 demi. Donc, d'une manière générale, la moyenne de sinus carré ou de cosinus carré sur une période, c'est 1 demi. Et on a tout simplement la moyenne de la densité de flux d'énergie représentée par le module vecteur pointing, qui est égal à 1 demi, c'est epsilon 0 au 0 au carré. C'est la moitié de l'énergie ou du flux complet qui est égal à C epsilon 0 fois E 0 au carré. Dans le deuxième milieu, on demande de trouver la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique. Ben, on a l'indice de réfraction, par définition, c'est la vitesse de l'onde dans le vide divisé par la vitesse de l'onde dans le milieu considéré. Ceci implique que V est égal à C sur N. Ben, je remplace N par 2 tiers, ben, on va avoir 2C sur 3, c'est-à-dire 2 tiers de la vitesse de la lumière, ce qui est normal. On déduire la valeur de la longueur d'onde lambda prime dans le deuxième milieu homogène. Nous avons déjà dit que la fréquence de l'onde ne change pas en passant d'un milieu homogène vers un autre. Par contre, la longueur d'onde et la vitesse changent. Et on a l'indice de réfraction de l'air fois lambda est égal à l'indice de réfraction du milieu considéré fois lambda prime. Et on trouve tout simplement lambda prime, c'est lambda sur n. Eh bien, on trouve 2 tiers de lambda. Ça veut dire que lambda prime est égal à 419 nanomètres au lieu de celle qu'on avait pour le laser. Donner les nouvelles expressions de H et E dans le deuxième milieu homogène. Ben, dans le milieu homogène, oméga ne change pas, parce que la fréquence, on a dit qu'elle ne change pas, mais le nombre d'ondes change et on a bêta prime égale à oméga sur V, soit bêta prime, quand je remplace pour la vitesse, ben, est égal à 3,5 de bêta. Dans ce cas, H', bah, c'est H0 sinus oméga t moins bêta prime Z, d'accord? Et ceci implique que H' est égal tout simplement à H0 sinus oméga t moins 3,5 de bêta Z UY.
Et le champ électrique, c'est la même chose. Bah, on a le 3,5 qui va apparaître ici. C'est toujours dans les Z positifs, comme on le voit avec le 6-. Déterminer le flux instantané de l'énergie véhiculée par l'onde et en déduire la moyenne de ce flux dans le deuxième milieu homogène aura P est égal à V fois cela. Sinus au carré, ben, la même chose. C'était prévisible, remplacer C par la vitesse parce qu'on est dans un milieu autre que l'air ou le vide. Établir l'expression de H et de E de l'onde réfléchie sur l'interface des deux milieux. R, deuxième milieu homogène. Ben, l'onde réfléchie est la même, reste exactement la même, sauf que la direction de propagation va changer. On va avoir ici un plus, la même chose pour le champ magnétique. Ça veut dire que l'onde se propage vers le Z négatif. On remarque que bêta reste le même car l'onde réfléchie se propage dans l'air. Ben, quand il revient, il se déplace dans l'air, c'est-à-dire on va garder le même bêta qu'on avait au départ. Pour la transformation de jauge, on demande de montrer que le potentiel vecteur AR égale à B0 sur 2 fois moins Y, un vecteur unitaire selon l'axe des X, plus X fois ce qu'on appelle symétrique, parce qu'on a ici le Y avec UX et X avec UY. Et A' de R égale à B0 X fois UR, ce qu'on appelle la jauge de Landau, décrit un champ d'injection magnétique constant suivant l'axe OZ. B de R est égal à B0 UZ. Bon, on sait qu'on a rotationnel de A, c'est égal tout simplement à B0 sur 2, et je calcule les composantes suivant UX, UY, UZ, tout simplement les démarches pour un produit vectoriel ordinaire, et on arrive à B0 fois UZ qui est égal à BR, donc ce potentiel vecteur magnétique restitue bien le champ magnétique qu'on a demandé. A', si je prends cette nouvelle jauge ou ce nouveau potentiel vecteur, qu'est-ce qu'on va avoir? Rotationnel de A' avec la même démarche que tout à l'heure, B0 il sort, c'est une constante, c'est égal moins B0 UZ, c'est égal à BR. Donc les deux potentiels vecteurs décrivent un champ magnétique constant et qui se déplace dans la direction de Z, vers le Z positif. Donc, il s'ensuit que les deux potentiels vecteurs décrivent le même champ de vecteur induction magnétique. Montrer ensuite que la transformation, champ scalaire de jauge, phi est égal à B0 sur 2 X fois Y, permet de passer d'une jauge à l'autre. Bien sûr, la fonction doit être continue et partiellement dérivable, c'est-à-dire les dérivés partiels existent. Sinon, ça ne sert à rien d'essayer de point de vue mathématique. On sait que si un potentiel vecteur décrit un champ de vecteur induction magnétique B, on a B est égal à rotationnel de A. Et donc, si un autre potentiel vecteur A', qui s'écrit comme A' égale à A plus gradient de phi, où phi est un champ scalaire continu et dérivable, alors rotationnel de A' est égal à rotationnel de A, plus rotationnel du gradient de phi, celui-là est égal à 0 par définition, et c'est égal à rotationnel de A égale à B. Donc, dans le cas qui nous intéresse, on va calculer le gradient de phi, c'est-à-dire le gradient de B0 sur 2 XY, c'est égal à B0 sur 2 fois YUX plus XUY. Dès lors, on obtient AR égale le potentiel vecteur AR plus le gradient de phi, c'est égal à B0 X fois UY. Pourquoi? Parce que AR, on sait qu'il est égal à ça, à B0 sur 2 moins YUX plus XUY. Quand je vais ajouter ce terme-là, ce terme de gradient ici, il y en a un qui va s'en aller, d'accord? Et je trouve tout simplement B0 X fois UY. Et ça, c'est égal à A', d'accord? Qu'on a vu ici. Et rotationnel de A est égal à rotationnel de A' est égal à BR. Donc, lors de cette transformation, on a ajouté un gradient d'une fonction scalaire continue et dérivable, et nous avons montré que la jauge n'est pas univoque et qu'il y a des jauges qu'on choisit en fonction de la symétrie du problème. Et je vous remercie.